Merci Pierre-Antoine Lévy de nous accompagner durant cette première demi-heure. Sénateur du Tarn-et-Garonne, membre du groupe Union Centriste. On va parler évidemment de la loi plein emploi que le Sénat a votée cette nuit. Mais d'abord, l'actualité, c'est ce 14 juillet qui approche. Et les services de sécurité qui alertent sur un risque de reprise des émeutes à l'occasion de la fête nationale. Est-ce que vous sentez la situation explosive? Est-ce qu'il faut annuler certaines festivités du 14 juillet? Non, vous savez, le 14 juillet est une fête qui est attendue par tous les Français. C'est leur fête nationale, c'est une fête où ils aiment se retrouver, aiment voir les feux d'artifice, aiment danser. Et aujourd'hui, annuler des festivités, ça serait montrer que finalement la République est plus faible que les délinquants. On a retrouvé le calme il y a quelques jours. Bon, je salue l'action des forces de l'ordre, encore une fois, qui ont été très efficaces, qui n'ont pas arrêté d'être sur le terrain pour faire face à des émeutiers très extrêmement violents, qui ont tiré à balles réelles, il faut encore une fois le rappeler. Non, je ne suis pas d'accord. Alors, vous savez, l'an dernier, on a annulé des feux d'artifice pour sécheresse. Cette année, va-t-on annuler des feux d'artifice parce qu'on a peur d'émeutes? Non, je pense qu'il faut mettre en place des dispositifs de sécurité adéquats en fonction des villes. Mais il ne faut pas annuler, il ne faut pas priver les Français de ce grand moment. Elisabeth Borne, elle a notamment annoncé l'interdiction de la vente et de transport de mortiers. C'est suffisant? C'est déjà une première décision très importante. Parce que je crois quand même qu'on se procure très facilement des mortiers d'artifice dont on voit l'utilisation. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour attaquer nos forces de l'ordre. Donc il faut réglementer encore de manière encore plus drastique ces ventes de mortiers et derrière mettre en place encore une fois le processus de sécurité. Mais soyons vigilants, mais laissons aussi les Français un peu changer les esprits. Sur la suite des émeutes, les communes, les collectivités qui ont été touchées, il y a une loi d'urgence qui sera examinée par le Parlement la semaine prochaine. Elle sera présentée demain au Conseil des ministres. C'est une loi très courte. Est-ce que vous la voterez? Bien sûr. Alors c'est déjà une initiative sénatoriale. Je rappelle que Sophie Primas avait pris l'initiative de déposer une loi pour faire accélérer les processus de reconstruction. C'est une loi d'habilitation qui va être assez rapide, je crois 3 articles, qui devrait être présentée au Conseil des ministres aujourd'hui et ensuite au Sénat, arriver au Sénat dès mardi. On va autoriser le président de la République à légiférer par ordonnance. On n'aime pas trop ça au Sénat, mais on va le faire parce qu'il faut aller vite. Il faut permettre à nos mairies de lancer les travaux de reconstruction très rapidement, sans attendre forcément les autorisations d'urbanisme. Permettre également de déroger au seuil des 80% de subventions, également de réglementer peut-être, d'assouplir la règle de marché public avec publicité. Vous voyez, tout ceci fait que nous voulons, nous, aller vite au Sénat. Ce qu'on veut, c'est permettre la reconstruction à l'identique, avec bien sûr, tant qu'à faire, une performance environnementale plus aguerrie, mieux et mieux déterminée. Mais il faut qu'on fasse vraiment fi de ce qui s'est passé, reconstruire, et après, on se posera les bonnes questions pour savoir comment doit-on tirer les leçons de ce qui s'est passé. Les sanctions. Qui paye? Les assurances vont payer, mais qui paye? Voilà, donc là, l'urgence, c'est la reconstruction. Mais qui doit payer? Les assurances, ou est-ce qu'il faudrait faire payer les casseurs? Il faudrait faire payer les casseurs, bien sûr. Les assurances sont là pour payer un risque qui est déterminé. Mais rendez-vous compte, tous ces pillages, combien ça coûte aux assurances, c'est au final qui c'est qui paye? C'est les Français. Donc il faut avoir cette réflexion, se poser les bonnes questions et surtout le faire à tête reposée. Et sur les autres sanctions, les Républicains déposent une proposition de loi pour suspendre le RSA, les allocations familiales, en tout cas pour les parents de mineurs délinquants. Ça va dans le bon sens pour vous? Pourriez voter un tel texte? Je pense qu'il faut avoir encore une fois une discussion apaisée. Il ne faut jamais prendre de décision dans l'émotion. Ça serait un mauvais signal qu'on donne à nos concitoyens. Je pense qu'il faut... c'est pas la première fois qu'ils déposent un tel texte. Ils l'ont déjà déposé, encore une fois. Vous savez, dans une majorité sénatoriale, on a des discussions, on peut avoir des oppositions et des points de convergence. Il faut qu'on en discute ensemble. Et après, on verra comment on amende les textes. On l'a vu sur les différents textes que nous avons présentés ensemble. Mais il faut le faire de manière apaisée. Le gouvernement, lui, réfléchit à une amende forfaitaire pour les mineurs. Ça vous paraît une meilleure solution que la suspension des allocations familiales? Il y a peut-être un mix à trouver. Il faut également aussi parler peut-être de la baisse de l'âge de la majorité pénale. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Vous savez, ça, c'est une vraie question qui revient au Sénat. Il y en a certains qui veulent de 13 à 16 ans, d'autres à partir de 16 ans. Il y a la question de la suppression de l'excuse de minorité aussi. Suppression de l'excuse de minorité, oui, tout à fait, bien sûr. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui syndicats et patronat. C'est la première fois depuis mars 2021 qu'elle les reçoit ensemble après de longues semaines de dialogue social en panne. Est-ce que vous pensez possible aujourd'hui la vraie reprise d'un dialogue social ? Je trouve que le moment est aujourd'hui opportun. Bon, il y a eu cette fameuse loi sur les retraites qui a mis le feu aux poudres, avec d'un côté les syndicats qui ont jugé qu'on ne les avait pas assez écoutés.
de l'autre côté, un blocage systématique d'une partie de nos parlementaires, notamment la France Insoumise. Bon, aujourd'hui, la situation, j'ai envie de dire, est apaisée, mais faussement apaisée sur le plan social, moins apaisée sur le plan du climat, on va dire, avec les émeutes que nous venons d'avoir. Mais il est temps maintenant d'avoir un dialogue, une reprise du dialogue, pour permettre de reconstruire les bases d'un futur travail avec des lois qui pourront améliorer notamment la pénibilité, l'emploi des seniors. Vous savez, tout ce qu'on avait discuté pendant la loi retraite, mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il faut remettre sur la table cet index senior, ce CDI senior, il faut les remettre sur la table. Reprendre les travaux du Sénat, puisque, encore une fois, nous avions beaucoup travaillé là sur le sujet. Mais le faire de manière, encore une fois, avec un dialogue qui reprend. Parce que, vous savez, le dialogue, on s'entend, on ne s'écoute pas forcément entre les syndicats et le gouvernement. Donc il faut aujourd'hui que le dialogue reprenne et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que le futur texte qui va arriver, sorte avec des reprises de propositions des deux côtés, des syndicats, du gouvernement, mais qu'on ait un vrai dialogue. Parce qu'aujourd'hui, le dialogue, en fait, il n'a pas eu lieu. On va parler d'un autre texte. Le Sénat qui a donc voté cette nuit la loi pour le plein emploi. On va voir 48 heures d'avance. Avec 48 heures d'avance, exactement. On va voir les mesures de ce texte et les temps forts de cette séance avec notre journaliste Samia Dechia. Bonjour Samia. Bonjour Ariane, bonjour Pierre-Antoine Lévy. Bonjour. Et Samia, le Sénat vient donc d'adopter ce projet de loi à plein emploi avec 2 jours d'avance. Pierre-Antoine Lévy le disait sur le calendrier. Principale mesure votée hier, un durcissement des sanctions pour les bénéficiaires du RSA qui ne respectent pas leur engagement. La suspension remobilisation, c'est donc une nouvelle sanction votée hier au Sénat, une sanction intermédiaire qui est censée intervenir avant la radiation. D'un côté, donc, une suspension temporaire du RSA en cas de non-respect des engagements du bénéficiaire. Et de l'autre, s'il respecte de nouveau ses engagements, les allocations lui seront remboursées de manière rétroactive. Ça, c'est la partie remobilisation. La majorité sénatoriale de droite et du centre a donc voulu durcir cette sanction proposée par le gouvernement. Elle a fait voter une limitation à 3 mois de remboursement maximum des allocations en cas de suppression. Donc, par exemple, si un allocataire du RSA voit ses allocations suspendues pendant 6 mois et qu'il remplit de nouveau ses engagements au bout de 6 mois, il ne serait remboursé que de 3 mois et non pas de 6 comme le prévoyait le texte du gouvernement initialement. Ça a donc été voté par la droite sénatoriale sans que le gouvernement ne s'y oppose. La gauche, elle, évidemment, était totalement contre. Regardez l'intervention de la sénatrice communiste Laurence Cohen. Le message que vous envoyez aux bénéficiaires du RSA, c'est « Allez, si vous êtes docile et que vous faites finalement ce que l'on vous demande, on lève la punition ». Les associations de lutte contre la pauvreté ont dénoncé ces méthodes basées sur les sanctions, tant elles savent les conséquences désastreuses qu'elles vont avoir sur les plus précaires. Dans un contexte de crise économique, d'inflation depuis des mois, votre réforme est mortifère. Le RSA, c'est un peu plus de 600 € pour une personne seule. C'est souvent leur seule ressource. Est-ce qu'on peut vraiment priver ces personnes de tout revenu au risque de les faire basculer dans la très grande pauvreté, comme l'a craint la gauche hier dans l'hémicycle ? Alors encore une fois, ce que nous avons voté au Sénat, c'est une proposition que nous avons portée, majorité sénatoriale, pour donner un cadre un peu plus strict au versement d'une allocation. Nous versons des allocations, c'est un devoir pour la nation d'aider les plus précaires, mais également, en contrepartie, ces allocataires doivent respecter des règles. Alors, encore une fois, c'est le vote du Sénat en première lecture. Il va y avoir le texte va passer à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Nous allons voir ce que vont décider les députés et quel texte vont-ils faire. Puisqu'encore une fois, le Sénat et l'Assemblée nationale vont devoir négocier une position de principe avec la commission mixte paritaire qui va se réunir certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après. Notre position à nous, c'est 3 mois de rétroactivité. Mais pourtant, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui auraient le droit au RSA, qui ne le réclament pas. La gauche, hier, a donné des chiffres dans l'hémicycle. 34% de non-recours, ça représente 600 000 foyers. Est-ce qu'avec ce genre de sanctions, on ne risque pas de dissuader encore davantage de gens de réclamer leurs droits ? Pas forcément. Encore une fois, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller accompagner les gens qui sont allocataires du RSA, pour la plupart, pour retrouver un emploi. Ça, c'était notre position. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que le texte, c'est retrouver le plein emploi avec un objectif de 5% de taux de chômage à horizon 2027. L'idée également, c'est que tous les allocataires de RSA soient inscrits. Aujourd'hui, 40% uniquement des allocataires de RSA sont inscrits à Pôle emploi. Bon. Donc,
La rétroactivité jusqu'à 3 mois, on estime qu'en 3 mois, on a peut-être un peu le temps aussi de voir pourquoi l'allocataire n'a pas respecté ses engagements, comment peut-on l'accompagner pour qu'il les respecte à nouveau. L'objectif, c'est pas de faire durer le débat pour lui faire perdre 3 mois d'allocation, mais c'est également pour que nous soyons plus réactifs en la matière. Voilà, donc 3 mois, c'est une date qui nous paraît cohérente. S'il faut l'allonger, peut-être que l'Assemblée nationale va proposer autre chose et que nous négocierons en commission mixte paritaire. Notre position de principe, c'est celle-là, c'est 3 mois. Samia, quels sont les engagements que doivent remplir les allocataires du RSA ? C'est assez précis, c'est un contrat d'engagement qui a été voté la veille dans ce même projet de loi. Pour toucher leur RSA, les bénéficiaires devront désormais s'acquitter d'une contrepartie des heures d'activité. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais dans son texte initialement, le gouvernement ne prévoit pas le nombre d'heures. Le Sénat l'a fait, 15 heures d'activité. C'est le contrat d'engagement voté dans la version sénatoriale du texte. Pour rappel, cette loi, vous l'avez dit, elle est censée permettre d'atteindre le plein emploi, notamment grâce à un accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi et des allocataires du RSA. Sauf que forcément, ça demande des moyens. Et sur ce point, la majorité sénatoriale qui soutient pourtant le texte est assez sceptique. C'est René-Paul Savary qui a relayé cette inquiétude hier dans l'hémicycle. Regardez. Pour les présidents de département, c'est difficile de savoir que des personnes, on ne peut pas leur proposer suffisamment d'accompagnement pour les sortir de leurs difficultés. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément les moyens. Donc pour que votre projet réussisse, avec notre soutien, encore faudra-t-il y mettre les moyens. J'insiste lourdement, Monsieur le Ministre, mais il faut être très vigilant au moment du vote du projet de loi de finances. Alors d'un côté, on prévoit, on l'a dit, des sanctions assez dures en cas de non-respect des engagements pour les allocataires du RSA, 15 heures d'activité. Mais de l'autre, pour l'instant, on ne voit pas les moyens pour permettre d'accompagner ces personnes, pour les aider à atteindre cet objectif, alors que ce sont parfois des personnes qui sont dans une grande difficulté. Comment sont-elles censées faire s'il n'y a pas les moyens pour les accompagner prévus dans le texte ? Mais la mise en place de ce projet de loi va être étudiée dans le cadre du projet de loi de finances. Et c'est là que nous allons voir si le gouvernement met les moyens pour mettre en place ce projet plein emploi qui doit démarrer en janvier 2024. Donc c'est la loi de finances qui va être déterminante. René-Paul Savary l'a dit, on ne peut pas donner des contraintes si on ne met pas de moyens. Donc on sera extrêmement vigilant là aussi. Faites-nous confiance au Sénat pour vérifier que les moyens soient mis en œuvre. On ne peut pas donner, en tout cas il faut être logique dans les lois que nous votons. On ne peut pas être sévère avec nos concitoyens et ne pas nous donner les moyens pour pouvoir appliquer la loi. Pourquoi avoir voulu inscrire ces 15 heures ? Parce qu'elles n'étaient pas inscrites dans le texte initial, ces 15 heures d'activité. Pourquoi avoir voulu les inscrire noir sur blanc et ne pas les laisser comme un objectif, ce que souhaitait à la base le gouvernement ? Tout simplement parce que ça fait plusieurs années que nous militons pour, on va dire, une reconnaissance du versement de ces allocations par le biais du travail. Aujourd'hui, on considère que cette allocation doit être versée aux plus précaires, doit être versée... Et elle est versée à un très grand nombre de gens, malheureusement. Hein. C'est dur, très très dur à dire, mais il faut une contrepartie. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de montrer à certains qu'on peut se réhabiliter, revenir dans une vie sociale par le travail. 15 heures d'activité, ça nous paraît cohérent. Alors, encore une fois, avec des situations très particulières à étudier en fonction des cas. Toutes les personnes ne pourront pas s'y conformer. Et il faudra qu'on soit bien sûr intelligent pour pouvoir être moins sévère en cas de non-respect pour des raisons médicales, par exemple, ou des raisons de mobilité. Donc, 15 heures, ça nous paraît cohérent. Là, encore une fois, nous verrons ce que l'Assemblée nationale propose. L'autre volet de ce texte, c'est la création de France Travail, qui vise à rassembler tous les acteurs publics de l'emploi pour que les allocataires des minima sociaux et les demandeurs d'emploi n'aient plus qu'une seule porte d'entrée. Vous avez souhaité que Pôle emploi ne change pas de nom. Pôle emploi qui doit être intégré dans France Travail. Pourquoi ? Tout simplement pour pas qu'il y ait de confusion. Parce que France Travail, c'est l'opérateur qui va justement diriger les processus, que ce soit les missions locales, Cap Emploi et Pôle Emploi. On n'a pas voulu qu'il y ait de confusion entre Pôle Emploi et France Travail, voilà, tout simplement. Donc pour nous, Pôle Emploi doit rester Pôle Emploi. Il y avait une inquiétude des collectivités sur la création de ce nouveau réseau, notamment une crainte de recentralisation. Est-ce qu'aujourd'hui, ces inquiétudes... Je pense qu'elles sont levées aujourd'hui. Elles ne perdront pas de compétences. Olivier Dussopt nous disait que ne pas comprendre ces inquiétudes parce que les collectivités ne devaient pas perdre en compétences avec son texte. Non, parce qu'elles sont très accompagnatrices, les collectivités, justement, sur le plan local. On le voit quand on voit les moyens qui sont mis à disposition. Les collectivités jouent un rôle très important, les communautés d'agglomération, dans la recherche d'emploi pour nos concitoyens.
Donc je pense qu'il faudrait être là aussi une fois vigilant, mais je ne suis pas forcément inquiet là-dessus. On le disait, l'objectif de ce texte, c'était d'atteindre le plein emploi. C'est l'objectif du gouvernement, 5% de chômage en 2027. Est-ce que ça vous paraît atteignable? D'autant que Bruno Le Maire ne se montre pas très optimiste sur les prévisions de croissance à venir. Ça me paraît très ambitieux. Mais nous verrons, on réajustera en fonction des prévisions de croissance, d'inflation qui vont nous arriver. Vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui de naviguer à 4-5 ans. 2027, c'est dans 3 ans et demi, 4 ans. On a connu, on va dire, des variations ces 2 dernières années. Ça me paraît ambitieux, mais bon, pourquoi pas. Merci Samia. Merci Aurélien. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Pour plein de chiffres à nous donner. Oui, sur le tableau de bord des personnalités politiques de juillet 2023. On va voir ça avec vous. À tout à l'heure, Samia, dans le club. On va parler d'un dossier que vous suivez particulièrement au Sénat, Pierre-Antoine Lévy, c'est celui des étudiants et du pouvoir d'achat des étudiants. Vous auriez souhaité poser une question d'actualité au gouvernement sur les prêts étudiants. Qu'est-ce que vous auriez demandé au ministre? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la hausse des taux, déjà, les étudiants payent de plus en plus cher pour financer leurs études. Ensuite, vous avez des taux d'intérêt qui varient en fonction du cycle d'études. Plus le cycle d'études est élevé, c'est-à-dire les grandes écoles, moins le taux d'intérêt est élevé. Et ça veut dire que sur des grandes écoles qui peuvent être des HEC et compagnie, vous pouvez avoir des taux très bas, et pour des BTS, des taux un peu plus élevés. Donc déjà, il n'y a pas d'égalité en matière de traitement. Ça veut dire que ceux qui font de longues études sont favorisés. Peut être favorisé. Donc ensuite, vous avez des problématiques également de caution. Vous avez des parents qui n'ont pas les moyens de se porter caution pour leurs enfants. Pourquoi ne pas mettre en place une caution? Je l'avais proposé à l'époque, caution de la BPI par exemple, ou du gouvernement, pour jusqu'à 30-40 000 euros pour financer les cycles d'études et permettre à tous les étudiants d'avoir les mêmes chances. Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Vous avez des étudiants qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à faire des études, qui arrêtent leurs études parce que les parents ou eux-mêmes n'ont pas les moyens de les financer. Ça, c'est quand même difficile. Donc, nous sommes assez vigilants au Sénat là-dessus, mais je poserai la question un peu plus tard. Je laisserai à la rentrée. À la rentrée. Il y a un autre sujet que vous suivez, parce que vous êtes membre de la culture, de l'éducation et de la communication, et vous avez notamment travaillé sur la concentration des médias. La rédaction du Journal du Dimanche a reconduit sa grève pour s'opposer à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de la rédaction. Est-ce que vous faites partie des personnes qui sont inquiètes d'une forme de mainmise de Vincent Bolloré sur les médias ? Alors, il y a deux points qu'il faut aborder dans votre question. Alors, je ne vais pas interférer sur la grève du JDD. La rédaction du JDD refuse l'arrivée de Geoffroy Lejeune. Alors, on peut s'étonner effectivement de l'arrivée au JDD de ce personnage qui a été dégagé de Valeurs Actuelles parce qu'il a été considéré comme trop strict, trop à droite. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître surprenant que Geoffroy Lejeune soit embauché à la rédaction du JDD. Non, je ne pense pas qu'il y ait une mainmise de Vincent Bolloré. Par contre, on peut parler des propos qui ont été tenus il y a quelques jours par Pape Ndiaye sur les médias, notamment, où il a jugé sur Europe 1 et CNews en considérant que Europe 1 et CNews étaient des journaux d'extrême droite. Je trouve quand même que ce sont des propos absolument inqualifiables. Je condamne aujourd'hui. D'abord, je ne vois pas en quoi il peut qualifier que Europe 1, la rédaction d'Europe 1 et de CNews est aujourd'hui d'extrême droite. Vous avez une pluralité d'informations. Et d'abord, l'information doit être libre et plurielle. Et le ministre n'a pas interféré justement dans le choix rédactionnel. Il a fait une faute pour vous? Pour moi, il a fait une faute, bien sûr. Il n'a pas donné. Alors, il peut donner son avis, mais c'est son avis de ministre. Hein. C'est pas forcément l'avis des Français. D'ailleurs, je pense que les rédactions ont réagi en conséquence. On va aller voir l'actualité dans nos régions. On va aller à Orléans, retrouver Éric Richard, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous. Éric, la Nouvelle République qui s'intéresse aujourd'hui à la rémunération des patrons du CAC 40 qui n'a jamais cessé d'augmenter depuis des décennies. Et oui, c'est toujours ce constat à la fois insolite et un peu amer pour une grande partie de l'opinion. Chaque crise affaiblit davantage, on le sait, les plus vulnérables, alors que les puissants en sortent, semble-t-il, toujours un peu plus riches. Alors évidemment, lorsque le pouvoir d'achat du plus grand nombre est en berne, bien la rémunération du PDG du groupe automobile Stellantis, par exemple, presque 1200 fois supérieure à la moyenne des salaires de sa propre entreprise, bien fait un peu grincer les dents. Mais il y a un chiffre plus éloquent encore, c'est celui-ci. Entre le début des années 60 et aujourd'hui, l'écart de rémunération entre le salaire moyen et le grand dirigeant, a été multiplié par 20.
En d'autres termes, le pouvoir d'achat de l'ouvrier s'est considérablement accru en 6 décennies, c'est irréfutable et c'est tant mieux. Mais si ce salarié a bénéficié des fruits de la croissance, ce n'est pas lui qui a consommé, disons, les plus juteux. Et une loi de 2001 a imposé la publicité des rémunérations des dirigeants des entreprises cotées en bourse. N'a-t-elle pas permis de clarifier et de pondérer les choses, Éric ? Mais pas vraiment, et c'est là justement le paradoxe. Tout au plus, cette publicité donne l'occasion, on le sait, chaque année aux syndicats, mais aussi au gouvernement, voire au chef de l'État lui-même, de s'offusquer de la hausse exponentielle des revenus d'un dirigeant du CAC 40, par exemple, dont l'entreprise n'affiche pourtant pas de résultats mirobolants. Sauf qu'au-delà de l'effarouchement de circonstances, on ne peut pas plafonner, bien sûr, comme c'est le cas pour une entreprise publique, la rémunération d'un dirigeant dont le contrat relève du droit privé. Et c'est là que la loi de 2001 sur les nouvelles régulations économiques, vous l'avez dit, la fameuse loi NRE, n'a pas eu l'effet escompté. C'est en tous les cas l'avis de Frédéric Fréry, un universitaire, professeur à l'École supérieure de commerce de Paris et spécialiste du management. Pour lui, les règles qui fixent la rémunération d'un grand PDG n'ont rien à voir avec, disons, les principes ordinaires du monde du travail. Il s'agit de mettre en confiance les marchés, de montrer que l'on charge bien des plus hautes fonctions un personnage hors norme en quelque sorte et au-dessus de tous. La meilleure façon de le prouver, c'est de lui accorder une rémunération hors norme, elle aussi. Pour Frédéric Fréry, ce serait aussi simple que cela, aussi simple et aussi pervers. Et pour lui, s'ajoute aussi une émulation forte entre ces grands dirigeants, à l'ego, disons-le, rarement sous-dimensionné, plus habitués à gagner qu'à perdre, et qui mettraient un point d'honneur à bénéficier d'une meilleure rémunération que le concurrent. Et c'est ainsi que pour Frédéric Fréry, on aurait les meilleures chances de rompre avec cette spirale en revenant paradoxalement au principe de confidentialité. Sauf que ce serait vécu comme un tel camouflet à la transparence qu'évidemment, ça semble politiquement un peu impossible. Alors je me tourne vers monsieur le sénateur Lévy, tout simplement pour vous demander votre avis et votre regard sur cette question. La loi, notamment, pourrait-elle évoluer et, disons, mieux faire ? Bonne question. C'est très détaillé. Alors déjà, on va parler de la rémunération des grands patrons. Il faut aussi se comparer. Quand on se compare la rémunération des grands patrons du CAC 40, on s'aperçoit que la France est vraiment pas le pays qui paye le mieux ses dirigeants. Vous avez, je crois qu'elle est 5e en termes de rémunération. Vous avez l'Allemagne qui paye, je crois, le double en termes de moyenne. Le DAX, qui est l'équivalent DAX 30, qui est l'équivalent du CAC 40, c'est 2 fois plus, paye 2 fois plus ses dirigeants que la France. L'Angleterre également, l'Italie, le Danemark. Donc, je ne dis pas que c'est une comparaison comme une autre, mais il faut également déjà relativiser. Ensuite, les rémunérations des grands patrons sont également votées aussi en Assemblée générale. Donc il y a quand même de la transparence. Et les actionnaires peuvent très bien refuser de voter telle rémunération, tel bonus à un patron. Je crois aussi que nos grands patrons, il ne faut pas les perdre. Nous avons des grands patrons français. Et quand on voit également comment ils sont payés aux États-Unis, si nous payons pas suffisamment, alors encore une fois, pas suffisamment, je ne dis pas qu'il faut payer 8-10 millions d'euros à un patron français, mais il y a un tel écart entre la rémunération d'un patron payé aux États-Unis et un patron payé en France qu'on pourrait perdre éventuellement nos grands patrons et que nous perdrions notre savoir-faire aujourd'hui qui est quand même le nôtre. Donc moi je pense qu'il ne faut pas que le gouvernement se mêle des rémunérations, mais par contre qu'il y ait un partage de valeur. Parce que c'est ça aussi. Quand vous avez des sociétés qui font d'énormes bénéfices, il faut que les salariés puissent profiter de ces bénéfices et qu'il y ait un partage de valeur suffisamment cohérent pour éviter d'abord qu'il y ait de la dissension au sein de l'entreprise. On a entendu parler que les patrons s'étaient payés beaucoup plus. Mais il y a une loi sur le partage de la valeur qui a été votée il y a quelques jours à l'Assemblée, qui va arriver à l'automne au Sénat. Vous la voterez ? On va voir comment elle arrive chez nous et on verra comment on la modifie. Mais effectivement, il faut qu'il y ait plus de partage de valeur. Mais il faut faire attention aux messages qu'on va envoyer également. Peut-être aussi, peut-on se poser la question, puisqu'on parle de rémunération, des rémunérations qu'on donne à nos footballeurs, qui sont très très bien payés aussi, peut-être des fois payés un mois plus que nos patrons sur l'année. Donc il y a également cette question qu'on peut se poser, vous savez. En tout cas pour les grands footballeurs. Pour les grands footballeurs. La question de la rémunération est importante, partage de valeur essentiel. Il faut faire quoi ? Il faut encadrer les salaires des sportifs ? Je pense qu'il faut avoir de la cohérence, c'est-à-dire que si on commence à encadrer les salaires des grands patrons, peut-être qu'il faut avoir une réflexion pour éviter une surenchère, là aussi. Mais c'est pareil, on les paye beaucoup parce que si on ne les paye pas suffisamment,
Ils partent à l'étranger et on perd nos pépites. Mais il faut avoir une réflexion globale, je pense. Merci Pierre-Antoine Lévy. On va regarder Éric Richard, la une de la Nouvelle République, l'hébergement d'urgence sature. Merci d'avoir été avec nous, Éric Richard. Merci beaucoup Pierre-Antoine Lévy d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes dans le Club des Territoires, on parlera des risques de sécheresse que les élus doivent gérer pour économiser l'eau. L'agglomération de Chambéry, où on ira fait le choix de fermer plus longtemps l'une de ses piscines. Mais d'abord, on va accueillir notre prochain invité, Emmanuel Bompard, nous rejoint.